Peut-être que ce matin, vous vous êtes réveillé en vous disant « Je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne sers à rien, je ne suis pas important, je ne suis personne, je ne sais pas où je vais, je suis seul, personne ne tient réellement à moi et si je disparais, ça n'aura aucun impact sur qui ou quoi que ce soit. Je ne laisserai aucune trace de mon passage sur Terre, tout le monde m'oubliera et tout ça n'aura tout simplement servi à rien. Je suis définitivement perdu dans l'immensité de l'univers et mon existence n'a absolument aucun sens. » Pas de panique, les marques sont là. En échange de notre argent, elles peuvent nous donner l'illusion que tout ce que je viens de dire est complètement faux. Elles peuvent nous valoriser, nous rassurer, nous guider, nous donner l'impression qu'on est important, écouter, aimer. Pour ces marques, un seul intérêt, convertir notre souffrance en profit. Et l'un des plus grands maîtres dans cet art qu'est l'hypocrisie des marques, c'est sans doute Starbucks. Je suis un créatif et aujourd'hui je vous explique pourquoi acheter un café hors de prix donne un sens à votre existence. Notre histoire commence dans les années 70 à Seattle aux États-Unis. Zev Siegel, un professeur d'histoire, Jerry Baldwin, un professeur d'anglais, et Gordon Bowker, un écrivain, sont tous les trois des grands amateurs de café. Une bien drôle d'idée. Oui, alors je déteste le café. Ils sont dépités de ne trouver que du café dégueulasse dans les gigantesques supermarchés américains. Oui, parce qu'apparemment il existe quelque part du café qui est bon selon eux. Ok, j'arrête. Gordon Bowker, c'est le pire parce qu'il fait régulièrement le trajet entre Seattle et Vancouver au Canada, soit 3 heures de voiture juste pour trouver du café potable. Espèce de taré. Ses amis commencent à lui faire des commandes à chaque fois qu'il y va en mode « Eh mec, tu sais me choper un 10, je te rends... » Et c'est là qu'une idée est apparue dans la tête de nos trois comparses. Ouvrir une boutique de café premium à Seattle. Il y a clairement une demande mais aucune offre, alors go. Mais alors évidemment, ils veulent pas faire ça n'importe comment. Du coup, ils partent en Californie pour demander conseil à Alfred Peet. Alfred Peet est toujours connu aujourd'hui comme le gars qui a changé la manière de consommer le café aux États-Unis. Et à ce moment-là, il a un business un peu dans le même genre que leur projet qui s'appelle Peet's Coffee and Tea. Une fois leur formation au temple du café terminée, ils maîtrisent le pouvoir de fabriquer de l'eau chaude noire et amère. Et en 1971, ils ouvrent une petite boutique qui vend des grains de café, du thé, des épices, des machines à café et autres accessoires. Le tout de qualité premium pour les gens aisés de Seattle. Ils l'appellent Starbucks comme l'un des personnages du roman Moby Dick. Bon après Gordon il était écrivain donc tu vois le truc. Mais le plus important, vous l'avez compris, c'est qu'à la base Starbucks vendait seulement de quoi faire du café de qualité chez soi, soi-même. En gros ils veulent juste donner aux amateurs de café qui en ont les moyens d'avoir une autre solution que le café dégueulasse qui est en supermarché. Parce qu'apparemment il y a une différence. Bref, ça n'a encore rien à voir avec le Starbucks d'aujourd'hui. Mais ça rencontre un certain succès, ils ouvrent plusieurs boutiques à Seattle dans les années qui suivent. Mais en 1980, Zev Siegel décide de se barrer. Aïe. Très mauvaise décision. Enfin, vous allez voir, les deux autres vont faire encore pire après. Parce que c'est là qu'entre en scène le méchant de notre histoire. En 1982, un marketeur du nom de Howard Schultz, que nous appellerons Dark Schultz, travaille pour une entreprise qui produit et livre des machines à café. Et il remarque une grosse quantité de commandes qui vont vers Seattle pour des boutiques appelées Starbucks. Ni une ni deux, il décide d'aller voir un peu là-bas ce qui se passe. Et à peine entré dans la boutique, ce n'est pas les arômes de café qui sent, c'est l'odeur de la thune. Et oui. Oh là là. Il a tout de suite compris l'énorme potentiel de Starbucks et a tout fait pour rejoindre l'aventure. Et c'est fou parce que ça ressemble à ce qui s'est passé avec McDonald's. D'ailleurs, si ça vous dit que je fasse prochainement une vidéo sur l'histoire et les méthodes marketing de McDonald's, dites-le moi en commentaire. Voilà. Bref, après avoir fait son gros forceur, Dark Schultz est engagé par les fondateurs de Starbucks. Comme directeur marketing ou un truc de merde du genre. Et c'est peu de temps après, lors d'un voyage à Milan, qu'il est fasciné par les baristas italiens et leur savoir-faire dans la préparation du café devant les clients. Et là, il a une révélation. À son retour, il explique à ses patrons qu'il ne faut plus vendre du café en grains et des machines, mais préparer du café avec leurs grains et leurs machines devant les clients, oui. C'est ça, mais c'est exactement ça. En proposant de les consommer sur place dans un endroit relaxant et classe. En gros, il veut transformer la boutique en espèce de restaurant spécialisé en café premium. Alors oui, comme ça paraît con, mais à ce moment-là, aux États-Unis, ça n'existait pas vraiment. C'est vraiment Starbucks justement qui l'a. Alors les deux fondateurs, ils sont pas très chauds parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils souhaitaient faire à la base. Ils y croient pas trop. Et en plus, eux, ils veulent pas conquérir le monde. Ils sont bien avec leur petite boutique. Et c'est là que ça devient un bordel. Le truc, c'est Game of Thrones. Je vais essayer de faire ça. En 1984, Jerry et Gordon rachètent Peet's Coffee and Tea. Oui, la chaîne de magasins du gars qui leur avait appris comment créer Starbucks. Le padawan a dépassé le maître. En 1986, Dark Schultz se barre de Starbucks pour tenter de créer son propre business de café avec l'idée qu'il avait proposée aux autres. Ah mais le mec n'a aucune race. Plus tard, Gordon, l'un des deux fondateurs restants, quitte aussi Starbucks. Aïe Gordon, oh. Et Jerry, lui, il a envie de s'occuper de Peet's Coffee and Tea qu'il possède maintenant, je vous le rappelle. Mais vous le faites exprès. Et donc il veut revendre Starbucks tout simplement. Et là, Dark Schultz, évidemment, il se dit haha, je vais pouvoir acheter Starbucks et faire ce que je voulais faire depuis le début. Parce que son business à lui, il arrive pas trop à décoller en vrai. Et du coup, là, pour acheter Starbucks, il faut quand même que Dark Schultz il sorte 3,8 millions de dollars de sa poche. Et il les a pas. Du coup, il y a William Henry Gates II, le père de Bill Gates, qui va lui filer la thune. What the fuck, qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi il a un chiffre dans son nom, ce putain de bourge là? Mais ça y est, en 1987, Dark Schultz a toutes les cartes en main pour mettre son plan de domination du monde à exécution. Et boum, quelques décennies plus tard, nous y
voilà, au moment où je vous parle, Starbucks est la première chaîne de café au monde, avec environ 30 000 établissements dans près de 80 pays, dont la moitié aux States, et un bénéfice de plusieurs milliards chaque année. Et là, on rentre dans la partie intéressante de la vidéo. Comment et pourquoi Starbucks a atteint un tel succès? C'est la question qu'on se pose. Oui, et bien parce que Dark Schultz a compris ce que nous, les humains, nous désirions tous le plus au monde. Ressentir qu'on existe. Vous vous souvenez du truc un peu badant que j'ai dit en début de vidéo sur le manque de sens de notre existence et tout ça? Mais personne n'en a rien à foutre de ta vidéo, Romain. Ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie et c'est normal, c'est ce qu'on appelle une crise existentielle. Et là, vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce que ça vient foutre dans Starbucks? Eh ben parce que la stratégie de Starbucks, c'est d'être une marque anti-crise existentielle. Avec Starbucks, vous existez. Et la recette pour tout ça, c'est un peu de café et beaucoup d'hypocrisie. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. En général, Starbucks, on adore ou on déteste. Mais avant de vous expliquer qui est la cible de Starbucks et pourquoi ça fonctionne si bien sur eux, nous allons simplement traverser ensemble le parcours du client typique Starbucks, étape par étape, pour que vous visualisiez un peu le truc. Pour chaque étape, je vais énoncer ce que Starbucks fait de si gentil pour ses clients, et ensuite expliquer la méthode de manipulation qui se cache derrière pour générer du profit. Pour appuyer tout ça, j'intégrerai des extraits d'un live dans lequel j'ai invité 3 anciens employés de Starbucks qui ont expliqué un peu les coulisses, ainsi que des témoignages écrits d'abonnés qui sont des consommateurs Starbucks. Attention, le cynicomètre risque d'exploser. Mais avant ça, êtes-vous abonné à cette chaîne? Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, je fais plein d'analyses comme ça, je parle de marques, n'hésitez pas aussi à mettre la cloche, c'est mieux, c'est encore mieux. Du coup, imaginons qu'on est un client Starbucks. Et bah dès le début, avec Starbucks, nous existons parce qu'à peine passé la porte, un employé nous salue. Même si en réalité, Starbucks veut juste nous harponner pour nous empêcher de ressortir. Avec Starbucks, nous existons parce que nous sommes initiés au langage Starbucks. Et on sait ce qu'on fait quand on commande fièrement un caramel macchiato grande. Même si en réalité c'est un vocabulaire pseudo-italien bidon pour nous donner l'impression d'être un expert en café. Avec Starbucks, nous existons parce qu'on nous demande quelle saveur on veut dans notre café. Ce qui fait qu'il est unique, personnalisé, rien que pour nous, avec un petit sirop à la noisette par exemple. Même si en réalité c'est juste une façon de gonfler le prix global en rajoutant un supplément sans nous prévenir qu'il est payant. Par exemple, genre la taille moyenne, les clients ils savent pas forcément, ils disaient une taille normale. Quand c'était taille normale, on mettait la taille genre intermédiaire qui coûtait bien plus cher que la taille normale comme eux ils le pensaient quoi. En mode tu veux une plus grande boisson, genre tu veux du caramel et tout, mais ils te suivaient sur ce côté-là et c'était un petit peu bâtard de les surpayer les boissons quoi. J'avais une collègue qui à chaque fois disait oui, quand vous prenez telle boisson, vous voulez ce sirop en plus, c'est 40 centimes en plus. On lui a dit bah arrête de dire les 40 centimes. On lui a dit clairement arrête de dire le prix. Moi c'était l'objectif, c'était essayer de battre le record où quelqu'un avait réussi à faire une boisson à 10 €, tu vois. Du plus. Chacun l'un l'autre, vous deviez essayer de faire un truc plus cher que ce que l'autre a vendu, donc il y avait une concurrence entre chaque employé. Exactement. Mais bon, tant mieux, parce qu'avec Starbucks, nous existons parce qu'on paye notre café plus cher, parce qu'on en a les moyens, parce qu'on est au-dessus des autres. Même si en réalité le prix il cause un biais cognitif qui fait qu'on va associer prix élevé à café de qualité. En gros, ça donne la sensation de pouvoir s'offrir un café de luxe. Waouh. Nous existons parce que la personne qui nous sert va être sympa avec nous, nous aime bien, c'est cool. Mais en réalité, ils sont formés à plusieurs techniques pour créer rapidement une connexion, pour fidéliser la clientèle et puis ensuite clôturer la vente pour passer au client suivant. Mais alors évidemment, le plus connu, nous existons parce qu'on nous demande notre prénom pour le noter sur le fameux gobelet. Eh oui. Alors qu'en vrai, c'est juste une façon de nous engager encore plus dans Starbucks en nous obligeant à révéler une partie de notre vie privée. Et non, je sais que vous êtes tous en train de préparer un commentaire sur ça. Non, les employés de Starbucks ne font pas exprès d'écrire mal votre prénom pour qu'ensuite vous le preniez en photo et que vous le postiez sur les réseaux sociaux et que ça fasse du buzz. Non. En fait, s'il était mal écrit et que la personne ne se reconnaissait pas, c'est pas bon quoi. Et au contraire, il faut bien écrire le prénom du client, sinon c'est trop insultant pour moi. Je l'avais mal écrit et je me faisais taper sur les doigts. Mal, elle s'appelait Véronique du coup. Et j'ai fait un espace Véro et Nick du coup, mais sans faire exprès. Et c'était mes 2 mois de du coup, le meuf, elle allait péter un plomb chez le manager, c'était une daronne. Et avec Starbucks, nous existons parce que c'est pas un vulgaire étudiant qui nous prépare notre breuvage, mais un barista certifié à notre disposition. Mais en réalité, c'est pas une formation plus complexe ou plus poussée qu'être employé chez McDonald's par exemple. Ils sont pas experts en café, c'est réellement des étudiants qui en général n'arrivent pas à suivre parce que travailler chez Starbucks, c'est ultra chronophage. Je voulais prendre ça en tant que boulot étudiant et en fait, ça demande énormément de s'impliquer. J'arrivais pas à faire suivre mes cours et Starbucks. J'essayais de me rajouter de plus en plus d'heures. Faut pas faire un pas de travers une fois qu'on nous les a dit, sinon on se fait lyncher directement quoi. Tout le temps le timer aussi. Le timer, oh là là, le timer. Des timers de partout pour tout, c'est ils disent voilà, il faut que ça finisse avant que le timer finisse et ils te sonnent dans la gueule. Mais alors pas de souci parce que eux aussi existent, on les appelle les partenaires. C'est l'évolution après employé, collaborateur, maintenant partenaire.
partenaires. Ce terme ne fait qu'évoluer, c'est incroyable. On les félicite avec des petites cartes pour leur dire qu'ils ont bien travaillé, quand ils n'ont pas carrément droit un jour au tablier noir. Mais t'as genre 5 cartes qui présentent des qualités, genre dès que tu gères dans une qualité, genre par exemple sympathie avec le client, bah tu gagnes une carte en mode badge Pokémon, quoi. Un peu comme à la maternelle en fait, c'est les cartes bons points. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un autre truc que tu passais et du coup t'avais un tablier noir. Et ça te montrait que t'étais genre plus chaud en barista, quoi. C'est que au moment où j'ai commencé à dire que j'allais partir, qu'on a commencé à me dire ouais tu vas peut-être avoir ton tablier noir si tu restes un peu plus, etc. Le fameux tablier noir. Le fameux tablier noir. Ouais. Avec Starbucks, nous existons parce qu'on reçoit une boisson qui est une petite récompense que nous avons bien méritée. Mais en réalité, c'est notre système de récompense qui s'active parce qu'on est en train d'assimiler énormément de sucre et de graisse. Sauf que là, on ressent pas de culpabilité parce que l'ambiance un petit peu luxe fait qu'on évite l'association avec la malbouffe. C'est pas un écart, c'est une récompense. Ça fait un peu plaisir haut de gamme, et même si je fais attention à mon alimentation, il n'y a que là-bas que je m'autorise autant de sucre. J'ai l'impression qu'ils ont une image saine et bon produit, mais je ne pense pas que ce soit le cas en y réfléchissant. T'avais quand même un sirop de sucre, enfin j'ai jamais compris. Moi j'en mettais pas, après c'est pas un truc qui change le goût, c'était du sirop de sucre en fait, c'était juste du sucre pour rien, quoi. C'est pour ça que c'est anonyme, parce que si c'est que je foutais pas de sucre... Volontairement, toi t'enlevais un peu de sucre pour les gens. Ouais, c'est ça, ouais. C'est- que ouais, Mais quel héros, quoi. Avec Starbucks, nous existons parce que nous pouvons nous installer dans ce fameux troisième lieu qui se situe entre chez nous et notre travail dans un cadre classe, chaleureux et décontracté, sur des canapés confortables, un havre de paix dans notre course vers la réussite, dans lequel on nous laisse rester autant de temps qu'on veut, même si en réalité, si on est un jeune entrepreneur dynamique en train de bosser sur son Mac, on est le type de client idéal que Starbucks a envie d'afficher dans sa déco, tu vois. Et en plus, il y a de la place parce que la majorité des gens prennent à emporter. Parce que oui, nous existons même en dehors de Starbucks, parce que nous pouvons afficher notre gobelet comme un trophée prouvant notre statut social. Oui, on s'offre le luxe d'aller chez Starbucks. Mais du coup, on devient un peu des micro-influenceurs pour la communication de la marque en devenant des exemples pour les autres dans la rue. Et alors, si on revient chez Starbucks, alors là, on existe encore plus, hein, parce qu'on va se souvenir de nous et de ce qu'on commande. De mon côté, j'aime vraiment le café, sans sucre, ni lait, ni rien. Je me rappelle avoir eu les regards étonnés, voire d'incompréhension quand je demandais un black coffee. Au bout de quelques jours, les baristas me reconnaissaient à mon arrivée et me faisaient directement mon black coffee. Si au final j'avais un nombre d'habitués dont je me rappelle, je dois en avoir une trentaine, et ces habitués on m'avait dit rajoute-leur un petit smiley, rajoute-leur un petit truc, et les habitués on a le droit de les tutoyer également. Tu vois le mec arriver, tu dis bon bah lui il va toujours prendre le même truc et tout. Les habitués fallait les bichonner. Il faut Starbucks, que le client il soit satisfait à tout prix. Est-ce que tu peux marquer passe un joyeux anniversaire ou c'est de la part de ton bébou XOXO. En fait c'est encore une fois le client est roi et du coup on doit accepter absolument toutes les demandes. Un bon levier pour appuyer notre sentiment d'appartenance envers la marque et satisfaire notre besoin de faire partie d'une communauté pour revenir encore et encore, quoi. Et on peut revenir souvent. Avec Starbucks, on peut exister à tous les moments de la journée, toute l'année, grâce à une large gamme de produits adaptés à toutes les envies et situations. Il fait trop chaud, bah on va prendre un frappuccino ou même simplement un thé glacé. Et en plus, on trouve des Starbucks à tous les coins de rue, mais c'est top. Mais évidemment, c'est une façon de vendre plus souvent et tout le temps, et aussi de réserver tous les emplacements pour qu'ils soient pas pris par les concurrents, quoi. Et même si on voyage à l'autre bout du monde, eh ben on existe toujours. Bah oui, le café Starbucks a exactement le même goût partout. Même si c'est de nouveau pour pousser votre sentiment d'appartenance à la marque en évitant de perturber vos repères. Attends, et si on prenait une photo de notre boisson pour exister sur les réseaux sociaux? On existe tellement pour Starbucks que peut-être que si notre photo est assez bien, ils vont la reposter sur leur réseau. Et comme ça, du coup, on crée le contenu de leurs réseaux sociaux à leur place et ils ont rien à faire. Attendez, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai des amis qui n'ont jamais été chez Starbucks, hein. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ratent? Ils me disent ouais, j'aime pas le café, comme il y a tellement de trucs différents en fait. C'est impossible de pas trouver son bonheur. Et nous voilà dans la phase finale, nous devenons ambassadeurs de la marque pour notre entourage. Comme certains de mes amis, je déteste le café. Et pourtant, Starbucks, c'est bon, sucré et avec du goût. Starbucks a une image tellement forte que, comme des marques par exemple comme Apple, elle a des fanatiques. Des gens qui sont là plusieurs heures avant l'inauguration d'un nouveau Starbucks. Des gens qui vont dans tous les pays pour acheter du merch. Des mugs hors de prix avec le nom de la ville dessus pour faire la collection. Des gens qui n'accordent aucune importance aux nombreux scandales autour de leur marque préférée. Que ce soit les conditions de travail des employés, leur condamnation pour concurrence déloyale, leur évasion fiscale, les mensonges sur leur système de commerce équitable, la gestion désastreuse des déchets, la possibilité de recycler le fameux gobelet, ou encore le gaspillage systématique. Et la bouffe, bah fallait l'acheter tout le temps et c'était relou. Tu pouvais pas les donner à des assos ou des trucs comme ça. C'était horrible, c'était 5 poubelles entiers de bouffe, je m'en remets pas. Ils mettaient du javel sur la bouffe quand ils l'achetaient dans la poubelle. Même vous, en tant qu'employé, vous pouvez pas manger ce qui est pas vendu, mais même après, les gens, même dans les poubelles, n'ont pas le droit de le manger. Alors ok, il y a toute une partie d'entre vous qui se dit moi j'aime pas Starbucks, leur marketing il marche pas sur moi. Alors tant mieux pour vous, mais c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Qui est la cible de Starbucks? Starbucks s'adresse à des gens pas si aisés mais qui veulent paraître aisés, grâce à ce qu'on appelle la stratégie du luxe abordable.
abordable. Starbucks, c'est une introduction à un style de vie. C'est une démo jouable de caricature de classe sociale supérieure. Ça plaît à des étudiants et à des jeunes travailleurs qui viennent s'y installer avec leur Mac pour bosser, des gens qui aspirent à devenir quelqu'un dans la société. Parce qu'évidemment, comme on nous l'a appris, c'est en trouvant sa place et sa fonction dans la société qu'on trouve un sens à son existence. Mais oui, c'est vrai, trouver un sens à notre existence, c'est trouver le point sur lequel on va pouvoir gagner face aux autres, hein. Par notre talent, par notre intelligence, notre beauté, notre force ou notre argent. Et c'est là qu'on réussit sa vie, c'est ça? Consommer une marque qui a l'air de luxe permet de s'approprier la valeur de cette marque et se sentir au-dessus de ceux qui ne la consomment pas. Les clients de Starbucks payent cher, non pas pour un café, non pas pour une expérience, même pas pour un statut social, mais pour un sens à leur existence. Tout ça grâce à ceci. Et pourtant, tout n'est qu'illusion. Starbucks est un fast-food qui porte un masque de luxe et qui fait de la personnalisation de masse. Starbucks réussit à s'adresser de façon individuelle à la totalité de l'humanité partout dans le monde, au travers de lieux qui semblent uniques et familiers tout en étant présents et reproduits à l'identique partout dans le monde. Pour acheter une boisson qui semble personnalisée alors qu'elle a l'exact même goût partout dans le monde, à un prix qui a comme seul réel effet de faire dépenser plus d'argent à chaque personne partout dans le monde. Écoutez, désolé, mais s'il y en a parmi vous qui vont chez Starbucks parce que vous pensez que c'est un acte qui vous rend spécial, je vais vous dire la vérité, c'est l'acte qui vous rend le plus commun. Désolé si Starbucks vous donnait l'impression que votre existence avait un sens, parce que là, je vais vous dire la vérité. Il y en a pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Cette vidéo n'était bien sûr pas sponsorisée par Starbucks, ni par quoi que ce soit d'ailleurs. Du coup, merci infiniment aux tipeurs sur Utip qui ont en partie financé cette vidéo. Et si vous voulez m'aider sans dépenser un centime, eh ben, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est toujours top de faire ça. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Allez, c'était un créatif et n'oubliez pas de ne faire confiance à rien ni personne. Gros bisous!